Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission invitée de la rédaction. Mesdames et messieurs, c'est parti ainsi. Vous le savez bien, beaucoup de gens ont des confusions en ce qui concerne les taxes, les impôts. On va parler aujourd'hui de la compétence des assemblées provinciales en matière fiscale. Franchement, je le disais tantôt, il y a une confusion d'appellation au point qu'on appelle parfois taxe ce qui n'a rien de taxe, impôt. Quelles sont les compétences des assemblées provinciales? Eh bien, dans cette émission, nous allons parler avec un spécialiste en la matière. Il s'appelle tout simplement Jean-Pierre Ntumba Kabessa. Il est licencié en droit économique. C'est avec lui que nous allons devoir échanger aujourd'hui. Il est doctorant en droit fiscal. Vous comprenez que c'est dans sa matière que nous allons devoir nager aujourd'hui. Assistant à la faculté de droit des universités en République démocratique du Congo et consultant fiscal auprès des entreprises de la République démocratique du Congo. Il est directeur juridique, vice-président de la Commission nationale juridique de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Il est arbitre au Centre national d'arbitrage, des conciliations et des médiations, Sénacom. Aujourd'hui, juge consulaire. C'est avec lui que nous allons devoir échanger sur cette question. Bonjour, M. Jean-Pierre. Bonjour, Franck, je vous remercie. Vous êtes bien portant. Merci, ça va très bien. Et vous êtes à l'aise de faire la fiscalité ou de choisir la faculté de droit économique? Je suis très à l'aise dans ce domaine, c'est mon domaine de prédilection. C'est votre domaine de prédilection. Je venais de le dire tout à l'heure. Nous allons essayer de parler des compétences des assemblées provinciales en matière de droit parce qu'aujourd'hui, il y a trop de problèmes entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Tantôt, c'est la loi qui vient de l'Assemblée nationale. Tantôt, ce sont les édits, les régies financières. Enfin, il y a une confusion. Nous voulons avoir une idée nette sur ce qui est de la compétence des assemblées provinciales. Je voudrais, sans tergiverser, vous poser la toute première question. Quelle serait, selon vous, en tant que spécialiste, la compétence des assemblées provinciales en ce qui concerne les matières fiscales? Merci beaucoup, Pamphile, pour la question. Je pense que, d'entrée de jeu, il faut que j'apporte cette précision, que la matière fiscale est une matière strictement réservée à la compétence exclusive de la loi. Ça, c'est la Constitution qui le veut. Et ce sont aussi des lois spéciales qui régissent la fiscalité, qui le précisent. Donc, de ce point de vue-là, les assemblées provinciales n'ont plus de compétences pour établir, instituer les impôts, les taxes, les redevances, n'ont plus de compétences pour en fixer l'assiette, n'ont plus aussi de compétences pour en fixer les règles relatives à la procédure, aux procédures de recouvrement des impôts et taxes et redevances. Mais leurs compétences se limitent en ce moment-là à l'élaboration des règles relatives à la perception et à l'affectation de ressources fiscales dans le cadre des édits budgétaires des provinces. Parce qu'on peut dire, en résumé... Est-ce que, donc, si je comprends bien, les assemblées provinciales ne peuvent même pas créer les impôts? Ne peuvent pas créer les impôts, parce que ça, c'est la compétence qui revient à la loi. Et alors, vous parlez tantôt des impôts, vous parlez tantôt de taxes, de redevances. Apparemment, nous avons difficile à créer le distinguo entre ces appellations. Qu'est-ce que vous, en tant que fiscaliste, vous entendez par impôt, droit, taxe ou redevance? Y a-t-il une différence existentielle? Oui, il y a des nuances. Il y a des nuances, pas des moindres, qu'il faut apporter par rapport à ces notions qui sont voisines, mais que les législations dans le monde ne définissent pas, ne distinguent pas. C'est l'œuvre doctrinale, c'est aussi la jurisprudence, notamment française, qui de temps en temps essaie de préciser les notions, de préciser leurs distinctions. Par exemple, la notion la plus principale qu'il faut préciser ici, c'est celle de l'impôt. Aucune loi dans notre pays, même ailleurs, définit ce qu'elle entend par l'impôt, mais c'est plutôt Gaston Gèze, le grand doctrinel français des années 20, des années 30, qui a tenté de donner la première définition qui fait école aujourd'hui en matière de la définition de l'impôt. Mais avec le temps qu'on a pu revisiter par certains doctrinaires,
Gaston Gèze voyait dans l'impôt une prestation pécuniaire définitive à caractère obligatoire, Oui. qui n'a pas de contrepartie directe, Oui. qui est perçue pour financer les personnes publiques ou couvrir les charges publiques. Quand vous prenez cette définition-là de Gaston Gèze, vous avez directement les critères qui définissent un impôt. Vous avez le critère d'abord des prestations pécuniaires, dont l'impôt se paye en argent. Vous avez les critères de paiement définitif, donc c'est une contribution qu'on ne peut pas réclamer après. Vous avez le critère d'autorité, donc c'est l'État qui prend par force cet impôt, parce qu'on dit même que l'impôt a un caractère confiscatoire, l'impôt prend, et l'État prend par la force. Vous avez le critère d'absence de contrepartie directe. Donc, vous ne pouvez pas dire que je paye, mais où la contrepartie, bien sûr, il y a une contrepartie qui n'est pas directe, mais il n'y en a pas. Quand vous payez l'impôt, vous vous attendez à un service quelconque de la part de l'État. Et après, vous avez le cinquième critère, c'est celui de la destination de ce que vous payez. C'est destiné au financement des personnes publiques ou à la couverture de charges publiques. Alors, quand vous prenez déjà cette notion de l'impôt, vous l'opposez déjà aux notions voisines qui sont constituées de droits, de taxes et de redevances. Droits, taxes et redevances, certes, peuvent rencontrer l'impôt dans le fait que ce sont aussi des contributions pécuniaires, des personnes pécuniaires qui sont aussi acquittées pour financer les personnes publiques. Mais la différence vient au niveau du caractère définitif, au niveau du caractère obligatoire et au niveau du caractère principalement de contrepartie. Comme nous le vivons aujourd'hui. Exactement. On nous oblige exactement à payer telle ou telle autre taxe. Oui, c'est un caractère obligatoire. On vous oblige parce que vous vous êtes mis dans la position d'être obligé. Mais en matière d'impôts, on n'attend pas votre position. Il y a des impôts, vous les payez. Alors, la contrepartie vient faire la marque, vient à faire la distinction entre les impôts ainsi que le droit, taxe et redevance. Vous avez par exemple la taxe administrative, elle est généralement entendue comme une contrepartie d'un service que vous obtenez auprès de l'État. Vous allez par exemple légaliser un document, oui. Vous devez payer le prix. Oui. Et ce prix que vous payez, exactement, ça c'est la taxe. Parce que vous recevez un service immédiat. Et contre ce service-là, vous payez un prix. Oui. Ce prix-là est une taxe. Vous allez pour obtenir, par exemple, un service auprès des services de titres immobiliers. Pour l'obtenir, on vous demande de payer un prix. Oui. Ce prix-là, ça s'appelle taxe. Par contre, la redevance, elle, s'approche certes de la taxe, mais elle se différencie de la taxe parce que celui qui est appelé à payer une redevance jouit d'un service de l'État ou jouit d'un titre ou d'un fonds de l'État. C'est ainsi que vous entendrez parler de royalty, par exemple, la contrepartie des licences. Quand on exploite des licences, on exploite des brevets d'invention, etc. On paye des royalties, on paye des redevances. Vous avez par exemple les gens qui exploitent les domaines fonciers de l'État, en amphithéose, en superficie, usufruit, location, paye des redevances. Vous avez quelqu'un qui doit utiliser la voie publique, sur la route Matadi par exemple, il est appelé à payer le péage. Il est en train d'utiliser un service préparé déjà à l'avance par l'État. Pour y accéder, vous payez une redevance. Donc si je comprends bien, la redevance concerne rien que les usagers permanents d'un service de l'État ou un service public. Absolument. Ça, c'est la redevance qui se distingue maintenant de la taxe. La contrepartie est là, mais pour la taxe, la contrepartie est immédiate. Elle est le prix d'un service que vous obtenez sur place. Mais la redevance, c'est un jouissance continue. Et à chaque fois que vous utilisez ce service, vous payez. Je vous donne par exemple l'exemple de quelqu'un qui a un contrat de location, qui achète un terrain, qui n'a pas encore mis en valeur son terrain. Oui. Il signe un contrat avec l'État, le service du cadastre. Il doit chaque année payer une redevance sur la concession ordinaire. Et cette redevance la paye parce qu'il jouit d'un fonds que l'État a mis à sa disposition dans le cadre d'un contrat.
Celui, par exemple, qui paye la taxe spéciale sur la circulation routière, qu'on appelle, par exemple, la vignette. Oui. Nous payons la vignette parce que nous utilisons la chaussée. Nous utilisons la voie publique. Ce sont les services de l'État. Donc, la vignette que nous payons auprès de la DGLK a un caractère obligatoire. Ah, parce que vous utilisez. Si vous n'avez pas utilisé, la DGRK ne vient pas vous demander de payer la vignette. Vous avez acheté votre véhicule. Oui. Ah, vous avez acheté votre véhicule sans utiliser la voie publique. Voilà pourquoi la DGRK n'entre pas dans les parcelles des gens pour aller prélever la vignette. La DGRK vous attend sur la voie publique. Oui. Parce que c'est la voie publique aménagée par l'État. Vous êtes un usager. En ce moment-là, vous vous acquittez de la redevance pour cette utilisation-là des services de l'État. Et cette taxe-là, c'est par définition, c'est une redevance. L'impression que j'ai, c'est que la notion sur l'impôt, taxe, redevance sont des notions non définies légalement. Oui, légalement. C'est une convention. Et justement, ce que nous avons dit d'entrée des jeux, légalement, il n'y a pas de définition claire. Si vous voyez même dans l'ordonnance loi qui a fixé la nomenclature de droit taxe aperçue par les provinces et les entités territoriales décentralisées, c'est même un cafouillage. On ne sait pas distinguer qu'est-ce qu'une taxe, qu'est-ce qu'une redevance, qu'est-ce qu'un droit. C'est vraiment un fourre-tout. Mais c'est du point de vue scientifique, c'est du point de vue doctrinal que l'on essaye de faire la part des choses, d'apporter la nuance, de préciser les choses. Mais dans le langage courant, il y a encore cette confusion des termes. Mais au fond, il y a des nuances scientifiques. Et aujourd'hui, si vous prenez les routes nationales, Kinshasa, Matadi, il y a ce qu'on appelle péage. Si vous quittez Lubumbashi, Kasumbalesa, il y a péage. Là, ça entre dans quelle taxe? Redevance? Là vous êtes en train de payer les redevances parce que vous utilisez un service public de l'État. Vous accédez, c'est vous-même, l'État ne vous a pas obligé d'utiliser sa route qu'il a aménagée. Mais vous dites que l'État a aménagé, alors vous venez pour utiliser, l'État vous fait payer cette redevance-là, quel que soit le nom qu'on peut donner à la... C'est une contribution des usagers pour la réparation de ces routes-là. C'est la finalité, justement, que l'État recherche. Mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui dans les provinces. Oui, ça c'est au niveau de l'État, avec ce qu'elle perçoit, et l'affectation de ce qu'elle perçoit. Mais vous payez le péage. Bien sûr, on peut le péage pour l'entretien de cette voie. Mais on paie le péage pour l'utilisation de cette voie aménagée par l'État. C'est au niveau de l'État maintenant qu'il y a cet objectif d'entretenir pour qu'on continue à utiliser, on continue à payer la redevance. Mais quand vous payez en ce moment-là, vous ne payez pas pour que l'État entretienne après, mais vous payez parce que vous utilisez. Et quand vous utilisez, vous vous acquittez du péage. Vous acquittez de la redevance. Là, c'est une redevance et non pas une taxe. Vous êtes revenu par deux fois en parlant de la parafiscalité. Il y a fiscalité, parafiscalité, il y a encore une nuance importante. Oui, la parafiscalité, c'est autre chose. Mais de temps en temps, elle emprunte à l'impôt, elle emprunte à la taxe. Elle peut emprunter à l'impôt parce qu'elle n'a pas de contrepartie directe. Elle n'a pas non plus de contrepartie immédiate. Mais la parafiscalité est différente de l'impôt. Elle est différente de la taxe parce qu'elle vise à financer la promotion d'un secteur. C'est le cas, par exemple, de l'INSS, c'est le cas, par exemple, de FPI, la taxe sur de promotion de l'industrie, c'est le cas de la redevance de fonds de promotion culturelle, c'est le cas de la redevance qu'on acquitte même à l'ONEM. Ça, c'est de la parafiscalité. Nous acquittons cette parafiscalité dans le but de promouvoir les secteurs. Lorsque nous payons la taxe de promotion de l'industrie, nous la payons pour que le fonds de promotion de l'industrie mène les actions pour promouvoir l'industrie dans le pays. Et c'est ainsi que les industriels peuvent aller auprès des FPI, solliciter les financements de leurs projets, le FPI finance. Ça, c'est la parafiscalité. La différence encore est telle que l'impôt et la taxe sont versés et vont directement pour financer les activités des personnes publiques. Tandis que la parafiscalité, elle, finance la promotion du secteur. Vous voyez, les fonds de promotion culturelle, c'est pour financer la promotion de la culture au pays. Les fonds de promotion de l'industrie, c'est pour financer l'industrie dans le pays, et ainsi de suite. L'ONEM, l'INSS, c'est pour venir en aide ou bien au paiement des chômeurs, des pensionnés, et ainsi de suite.
Donc, c'est toujours des établissements publics de l'État qui sont chargés de gérer la parafiscalité. Oui, Jean-Pierre Ntouma-Kabessa, vous êtes doctorant en droit fiscal, je venais de le dire. Nous parlons également de cette notion. Dites-nous un peu, est-ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui une procédure de recouvrement à suivre par les provinces? Oui. C'est laquelle? La procédure de recouvrement des impôts et taxes de province, les procédures existent. C'est plutôt une procédure. Oui, des procédures existent. Bien sûr, moi, j'ai un problème parce que, bon, vous savez, nous avons aujourd'hui 26 provinces. Chaque province a sa régie financière, qui a son nom. On appelle DGRK Kinshasa. Par exemple. À Matadi, c'était DGRC, par exemple. DGRKC. À Kananga, il y a des provinces. Moi, je pense que c'est un problème. Moi, je pense qu'on peut penser à uniformiser ces régies-là, ne fût-ce qu'au niveau de leur appellation et de leur structure. Ça permet aux entreprises de bien fonctionner. Parce que les entreprises ont des représentations au travers des provinces. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes en face d'une régie qui est gérée autrement, qui est administrée autrement, qui s'appelle autrement. Ça pose problème. Mais au niveau, à l'échelon national, ces choses se passent très bien parce qu'il y a ce que je peux appeler la spécialisation au niveau des régies. Vous avez la DGI qui gère les impôts. Vous avez la DGRAD qui gère les droits, taxes et redevances administratives. Mais au niveau des provinces, les régies provinciales gèrent le tout à la fois. Alors, elles sont organisées en direction. La direction des impôts locaux, provinciaux. Vous avez aussi la direction qui gère les recettes non fiscales. Mais à ce niveau-là, il y a toujours des temps forts en matière de recouvrement. Il y a un temps où le rôle actif est joué par la CGT. Il y a un temps où le rôle actif est maintenant joué par l'administration fiscale. La CGT joue le rôle actif dans un premier temps, le temps où c'est lui qui va pour faire les déclarations, payer les impôts, le temps où c'est lui qui va vers l'administration pour obtenir les services et en acquitter le prix au titre de la taxe administrative ou acquitter les prix au titre de la redevance quand il utilise les services publics de l'État. Alors maintenant, là, l'administration fiscale joue un rôle passif parce qu'à tant que toi tu déclares, tu payes ce que tu penses que tu peux faire. Mais le deuxième temps qui est aussi fort, très important, c'est là qui fait même la beauté du droit fiscal, c'est le temps où c'est l'administration fiscale qui joue le rôle actif. Quand il vient a posteriori pour le contrôle. Contrôler la véracité de ce que vous avez déclaré, contrôler les montants que vous avez payés. Et en ce moment-là, il y a les méandres, il y a la complexité, parce que le droit fiscal est en train de se métamorphoser avec les temps aujourd'hui. Il est en train de devenir le droit strictement procédural. Vous voyez? Alors, on est en train de sécuriser les assujettis. On est en train de leur reconnaître des droits de défense. Et tout se joue maintenant au niveau de procédure. À ce moment-là, c'est lui qui vient pour contrôler. Il a aussi les pouvoirs. C'est lui qui contrôle, a aussi les pouvoirs. Le deuxième temps, maintenant, l'administration fiscale pose les actes d'avis de contrôle. Ils viennent pour la vérification. Après, ils envoient les avis de redressement en cas de rectification, avis rectificatif, avis confirmatif, jusqu'à aller vers avis de mise en recouvrement, qui est un acte d'exigibilité de la créance fiscale. Et si vous ne vous exécutez pas, les comptes sont saisis. Et là, c'est là que se joue la subtilité du droit fiscal. C'est au niveau du deuxième temps, lorsque les vérificateurs des impôts viennent en contrôle. Donc, ces procédures sont là, au niveau même des provinces, telles qu'elles sont aussi à l'échelon national. Ça ne porte pas confusion entre parce que vous venez de le dire, au niveau national, nous avons la DGI et DGRAD qui sont également en province. Les directions provinciales existent. Et ça ne porte pas confusion où il n'y a pas chevauchement entre les régies financières qui créent les provinces et les régies reconnues comme DGI, DGRAD. La compétence est matérielle. La compétence est matérielle, c'est-à-dire que c'est l'impôt, la nature de l'impôt ou de la taxe qui définit l'organe qui intervient. Si vous êtes en province et que vous êtes une société, vous produisez, vous réalisez les revenus, vous payez les salaires, l'impôt sur les salaires, c'est la DG qui perçoit, même si vous êtes dans un village.
Mais si vous allez pour un service auprès d'une administration locale, soit légalisation de ceci, il y a la régie financière de la province là qui sera présente pour percevoir ce que vous payez. Et alors, il n'y a pas de confusion. Quelles sont les conditions à remplir pour recouvrer une taxe? Oui, pour que recouvrer une taxe, aussi bien au niveau, à l'échelon national et au niveau provincial, des conditions qui sont au nombre de 4. Au point que si une d'elles fait défaut, la taxe n'est pas due. D'abord, vous avez l'institution ou l'établissement de la taxe par la loi. La deuxième condition, c'est la détermination de l'assiette de cette taxe par la loi. Oui, par la loi. La même ou une autre. Troisièmement, vous avez la fixation des taux par voie d'arrêté interministériel lorsque vous êtes à l'échelon national, mais par la voie de la loi budgétaire lorsque vous êtes budgétaire, la loi des finances, lorsque vous êtes à l'échelon provincial. Et vous avez la quatrième condition très très importante, la fixation ou la réalisation du fait générateur. Et ça, j'impute à la réforme du 23 février 2013, parce que cette réforme a amené une avancée très, très significative pour fixer le fait générateur à chaque taxe. Si ce fait n'est pas réalisé, la taxe n'est pas due. Je crois vous avoir bien suivi. Vous parlez de la détermination de l'assiette par la loi. Là, il s'agit bien de la loi sectorielle à l'échelon national. Exact. Et à l'échelon provincial, c'est ce qu'on appelle la loi des finances. Exact. Bon, il y a une question qui me revient à l'esprit. Parce que vous parlez de l'assiette. Parfois, on a la confiance à l'assiette dans laquelle nous servent les mamans, où il s'agit de quelle assiette. Vous allez bien nous expliquer. Est-ce que l'Assemblée provinciale ou les assemblées provinciales ont-elles des compétences pour instituer soit des taxes ou en fixer l'assiette? Non. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, cette compétence revient exclusivement à la loi. L'Assemblée provinciale ne peut ni créer une taxe, ni en déterminer l'assiette. L'assiette, c'est la matière taxable. Voilà. La matière sur laquelle on prélève l'impôt ou la taxe. C'est ça l'assiette. Lorsque, par exemple, on vous dit que, je donne l'exemple d'une taxe, on dit par exemple la taxe rémunératoire annuelle qui est perçue à l'initiative du ministère de l'Environnement, qui est prélevée sur les établissements classés dangereux, incommodes, insalubres. Oui. C'est quoi ces établissements? Alors, au niveau national, on vous dit que l'assiette est déterminée par la loi sectorielle. Donc, il faut qu'une loi vienne vous dire que est établissement dangereux, insalubre, incommode, cette activité, cet établissement. C'est la compétence du Parlement. La compétence du Parlement. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. Il y a des arrêtés des ministres qui prétendent fixer l'assiette. Même possible. Les édits en province. Même les édits en province ne peuvent même pas fixer l'assiette. Ah bon? Pour l'assiette des taxes au niveau provincial, la compétence revient à la loi des finances. Parce que l'ordonnance loi numéro 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature de droits, impôts, taxes, redevances, personnes initiatives des provinces et des entités territoriales décentralisées, précise que les impositions de toute nature ont leur assiette et taux fixés par la loi des finances initiale ou rectificative. Là, c'est la loi qui les précise. Lorsqu'un édit vient, fixe l'assiette d'une taxe, fixe le taux pour une taxe, l'édit viole la loi. Là, c'est compliqué. Alors qu'adviendra-t-il si, au jour d'aujourd'hui, une assemblée provinciale se permet, par voie d'édit, de prendre, de prendre des dispositions créant les taxes, fixant l'assiette, alors que ces édits ne sont pas entérinés par l'Assemblée nationale? Qu'adviendra-t-il en ce moment-là? Là, nous sommes guidés. Le droit fiscal est un droit spécial. C'est un droit qui se gère lui-même. Il ne recourt pas à d'autres dispositions. Parce qu'on a tendance à dire, non, quand vous voyez que l'édit viole la Constitution, il faut suivre la procédure, saisir la Cour constitutionnelle. Non. Nous sommes conduits en ce moment-là par la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Cette loi dispose que
Lorsqu'un édit provincial est incompatible avec la loi ou règlement d'exécution nationaux, cet édit est nul et abrogé des pleins droits. C'est la loi qui le dit. Abrogé des pleins droits. Donc aujourd'hui, lorsqu'un édit fait ce qui est réservé à la compétence d'une loi, cet édit-là, on ne peut même pas l'évoquer parce qu'il est, dès son sein, abrogé des pleins droits. Je peux vous lire cette disposition de la loi. Oui. Je parle de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Nous sommes à l'article 34, deuxième alinéa. Tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit. À ce moment-là, tous les édits qui se sont permis de porter en leur sein des dispositions réservées à la compétence exclusive du Parlement, à la compétence exclusive de la loi, ces édits-là, nous n'allons pas nous forcer de les attaquer parce qu'ils n'existent plus. Vous savez déjà qu'aujourd'hui, il y a des édits qui sont pris par les assemblées provinciales et dont les dispositions sont appliquées déjà. Là, c'est la somnolence de l'Assemblée nationale ou qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon, somnolence, je ne sais pas, mais il y a un problème parce qu'au niveau national, à l'échelon national, les lois sont prises parfois. Il y a un problème au niveau des lois d'accompagnement, au niveau des mesures d'application. Vous avez par exemple l'ordonnance loi numéro 13/001 qui fixe la nomenclature d'impôts, droits et taxes pour les provinces et territoires décentralisés. Et elle vous dit que l'assiette, les taux de taxes au niveau des provinces sont fixés par les lois des finances. Depuis 2013 jusqu'à ce jour, plusieurs lois de finances sont prises au pays. Aucune loi ne porte à son sein l'assiette et les taux des taxes dues aux provinces. Et ça, il y a un problème au niveau national. Mais si les édits viennent dire que voilà, je comble ce vide-là, par exemple, ces édits-là sont abrogés de plein droit, conformément à la disposition que nous venons de lire. Oui, avant de vous lâcher, je voudrais parler d'une question d'actualité aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des contentieux entre la DGRK et certaines entreprises de la République. Est-ce que nous pouvons en connaître l'origine? Non, c'est dans ça. C'est dans le fait que, voilà, j'ai l'édit dit ceci. L'entreprise dit non, l'édit est abrogé de plein droit, parce que cette compétence revient à la loi. Donc, l'interprétation des textes, parfois la mauvaise volonté des vérificateurs d'admettre qu'il y a un problème. Parfois, c'est la pression fiscale. Parfois, c'est lorsqu'on constate même qu'il y a un problème, mais les vérificateurs vont plus loin pour saisir les comptes, pour adresser les AMR. Je vous donne une question une matière de réflexion. Depuis 2003, à ce jour, plus ou moins 12 ans aujourd'hui, la chambre fiscale de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a enregistré plus de 350 affaires. Tandis que depuis la création de la Cour d'appel, vers les 1960 quelque chose, jusqu'en 2002, on en a enregistré qu'une trentaine. Matière fiscale, une trentaine. Ça veut dire que vers ces années 60, là, jusqu'en 2002, il n'y avait pas de contentieux fiscaux. C'est ce que ça signifie. Ah, mais non, parce que depuis 2003, avec les réformes aujourd'hui, les régies financières essayent d'aller au-delà. Les entreprises ne peuvent avoir d'autres issues que d'aller vers les causes des tribunaux. Voilà pourquoi chaque jour, il y a une affaire fiscale qu'on enregistre à la Cour. Il y a des choses qui peuvent se régler au niveau administratif. Mais parce que là, il y a un blocage, il y a la volonté de ne pas accepter les observations que les entreprises présentent, que de temps en temps, il y a des affaires qui ne font que pleuvoir au niveau des causes des tribunaux. Et la solution, pour terminer? Eh bien, la solution, c'est que le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour prendre d'abord les lois d'accompagnement, et d'intervenir, dire clairement au niveau des provinces qu'il faut respecter la loi.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous recevions pour vous Jean-Pierre Ntumba Kabessa. Il est juriste de son État, actuellement juge consulaire, assistant aux facultés de droit, à la faculté de droit des universités en République démocratique du Congo. Nous parlions bien sûr de la compétence des assemblées provinciales en ce qui concerne les taxes, impôts, redevances. Vous avez été édifiés, il ne reste qu'à dire merci à votre invité. Merci. Merci beaucoup. Voilà, restez donc avec nous sur la RTGA pour la suite de notre programmation et à plus. Merci. Merci. osala ba mayonnaise boye ebongo yo papa esengeli ete osala mayonnaise ya qualité lokola Mayora. Mayora susuni. Mayora eza mayonnaise ya qualité esalemi na ba condition hygiénique soko lingo yeba mingi landanga toyambami epa ya monsieur Nadim, directeur ya usine OK Food. Yendi akolimbolela biso esalemeli ya produit Mayora. Mbote monsieur Nadim. Mbote. Limbolela biso Mayora. Mayora ezali lolenge ya sika na momesano ya kolia ya bakongole. Tolingi kopesa na balei nyonso motindo ya kozala na eteni na ye ya mayonnaise ya mikolo na mikolo na lolenge ya bopeto makasi. Na sima ya kolimbolela biso Mayora, tobandi visite na partie technique. Tina na yango nini? Local technique ezali bongo esika ya motu ya mingi na kati ya bolambi ya mayonnaise na biso. Kuna nde toko kontrole pe ko sécuriser biloko na biso na kati ya bolambi na biso.